je parle le langage de certaines personnes donc ici présentes. La médiation n'est pas très développée dans le monde de l'entreprise. Dans d'autres domaines, notamment dans, par exemple, les affaires familiales, la médiation s'est beaucoup plus rapidement développée, en tout cas au Pays Basque notamment, j'en suis témoin. Alors, qu'est-ce que la médiation? La médiation, en fait, ce que nous allons vous présenter, c'est une médiation qui se passe dans une entreprise, dans une société d'économie mixte, donc qui a un peu un statut particulier. Et vous verrez donc, c'est un processus qui a été mis en place d'un commun accord. Et ça, c'est important parce que pour que la médiation fonctionne, il faut que toutes les parties, toutes les personnes concernées soient d'accord pour entrer en médiation. Et ensuite, vous verrez la posture du tiers. Le tiers, c'est donc le médiateur qui entre dans ce système conflictuel, qui va tenir une posture, qui doit avoir cette posture de tiers impartial, c'est-à-dire qui ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, qui ne dira jamais à quelqu'un « vous avez raison » ou « vous avez tort ». C'est un tiers qui est neutre, c'est-à-dire que ses honoraires ne dépendent pas, par exemple, du résultat de la médiation. Quoi qu'il arrive, ses honoraires seront les mêmes, et ça c'est important. C'est un tiers qui est aussi compétent, c'est-à-dire qu'on lui demande d'avoir un certain bagage, une certaine formation, des supervisions, etc. Et bien évidemment qui est diligent, c'est-à-dire qui doit mener la médiation en respectant les délais, par exemple, soit ceux qui sont prévus par les personnes qui l'ont appelé, dans le cas, par exemple, conventionnel. C'est le cas de la médiation que nous allons voir. Et si c'est une médiation, par exemple, qui est proposée par le juge, donc dans un cadre judiciaire, à ce moment-là, le Code de procédure civile prévoit que la médiation doit durer 3 mois et elle est éventuellement renouvelable. On peut la proroger 3 mois de plus. Donc c'est un champ qui est encadré. Alors, ce qui est intéressant, puisque là, dans ce cas-là, la salariée avait le sentiment de ne pas être entendue, d'être presque touchée par un harcèlement moral. Donc, c'est ce qu'elle va un peu exprimer, sans vraiment le dire. Il y a un dispositif du Code du travail qui prévoit, alors je peux vous lire, mais qui prévoit aussi, vous verrez qu'il y a parfois une confusion entre la médiation et la conciliation. Ça, c'est un peu technique. Donc, c'est l'article L 1152-6 du Code du travail qui dispose qu'une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause, c'est-à-dire aussi bien par le harceleur potentiel que par la victime. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties, donc ça signifie bien qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour que tel médiateur ou tel autre intervienne. Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, donc on part directement dans le champ relationnel, donc ça veut dire qu'on présuppose que le conflit est vraiment un conflit relationnel, sachant qu'il y a plein d'autres types de conflits. Il tente de les concilier, bon alors là on voit que souvent le législateur mélange un peu les mots entre médiation et conciliation, on pourra en parler, et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit avant de mettre fin au harcèlement. Ce qui ne fait pas normalement un médiateur au sens propre du terme, mais c'est ce que nous dit le texte. Et là où vraiment le texte est un peu confus, c'est qu'il dit « Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. » Donc on sent bien que le législateur, quand il a écrit ce texte, pensait plus, vous savez, aux médiateurs type inspecteur du travail ou ceux qu'on va déléguer dans les conflits comme on a vu en Martinique ou voilà, dans d'autres choses. Mais dans tous les cas, c'est en s'appuyant sur ce texte que cette médiation que vous allez voir a pu avoir lieu. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions avant de voir le film ou est-ce qu'on attend Il faut bien préciser que c'est un cas très particulier. C'est un support pédagogique qui est fait pour animer une journée, au moins. Peut-être plus. Donc c'est évidemment une gageure, on ne va pas voir tout le film, c'est un petit bout qui permet de se rendre compte et de poser le débat. Alors, moi, ce que j'ai entendu, tu parlais de supervision. Oui, on est supervisé et on fait des échanges de pratiques. C'est pas habituel ça. Donc oui, non, tout à fait. C'est à remarquer, je trouve. Voilà, mais c'est prévu par la c'est ce qu'on attend dans la déontologie du médiateur et la plupart le code Rome, le code européen du médiateur le prévoit et la plupart des associations de médiation le prévoient. L'association AMAR que nous avons à la Chambre de commerce, dans son règlement intérieur qui est là, prévoit effectivement, il y a 20 heures de formation annuelle obligatoire, formation continue, plus les échanges de pratiques, plus les supervisions. Voilà. Et dans la médiation familiale, c'est pareil. Donc aussi bien civile, commerciale que familiale, c'est ce qu'on demande aux personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on... Non, c'est bon ?
Alors, est-ce que vous avez des questions sur la médiation, sur la façon... Des questions même, par exemple, que l'on pourrait se poser, de travailler avec un salarié a priori dépressif, voilà, je ne sais pas ce qui... Une question, justement, si elle est effectivement dépressive, puisque c'est quand même ça qui fait un petit peu le fondement de l'histoire, peut-elle participer à une médiation ? Voilà, c'est une question qui mérite effectivement d'être posée, ou en tout cas qui mérite d'être évoquée, hein, effectivement, lorsque l'on commence la médiation avec quelqu'un qui est dans cet état. Hein, donc de bien vérifier effectivement qu'elle était en état. À un moment donné, le médiateur aurait pu se poser la question, mais comme vous avez pu remarquer, la salariée participait quand même assez activement. Elle était effectivement un peu éteinte au début, mais bon, voilà, elle avait du répondant, elle était présente. Mais c'est vrai que dans tous les cas où on peut soupçonner vraiment cette position de victime, hein, c'est le cas par exemple aussi dans les violences, hein, qu'elles soient conjugales ou autres, on peut se poser la question de l'intérêt de la médiation dans ce type d'affaires, effectivement. Mais comme... en matière de harcèlement moral, c'est aussi prévu par les textes, c'est que quelque part, on pense que ça pourrait être utile, puisqu'il s'agirait d'un conflit relationnel, plus que d'autres types de conflits, avec des violences. Et dans la suite, un peu dans la même idée, si la personne est identifiée comme n'étant pas capable, en cours de médiation, est-ce que là, il y a un certain moment qui dit justement arrêt? Ah oui, quelqu'un qui n'est pas capable sur le plan juridique ou sur le plan médical ou... Si par exemple le médiateur remarque que la personne est vraiment... on arrête. Ça arrête de suite. Absolument. La médiation, c'est un processus qui est tout à fait libre. C'est-à-dire que les personnes peuvent décider d'arrêter à tout moment la médiation, les parties, mais le médiateur aussi peut arrêter la médiation pour ce type de raison ou pour toute autre raison. Qui peut... Moi, je me disais, en voyant le film, il faut agir vite, en fait. Là, il y a une bonne réactivité, puisque ça venait de se passer. Voilà, donc ça, je pense que c'est une condition importante, non ? Qu'on ne laisse pas traîner. Tout est relatif, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que bon, dans les problèmes d'arrêt maladie, alors on pourrait interroger des personnes qui sont plus directement concernées, qui suivent les arrêts maladie, si nous avons des médecins dans la salle. C'est vrai que plus un salarié reste en arrêt et sombre dans la dépression, et plus c'est difficile pour lui de revenir, de réenclencher, et donc de se sentir vraiment acteur de ce qui peut se produire. Donc c'est vrai que l'intérêt d'aller en médiation assez rapidement, c'est que finalement la relation n'est pas trop rompue, et puis on n'est pas vraiment entré dans des guerres trop importantes. Ça, le médiateur... En tout cas, dans ces cas-là, hein, c'est-à-dire que là, on est bien d'accord que nous parlons de ce type de médiation. Et le médiateur, c'est vrai que quand il arrive, il ne sait rien. Parce que là, il dit, mais redites-moi. Oui, là dans ce cas-là, on avait juste été contacté par l'employeur et ensuite par la déléguée syndicale. Tous avaient validé. La salariée avait envoyé laissé un message disant qu'elle était d'accord, qu'elle viendrait. Ce qui avait été validé, c'était aussi la prise en charge des honoraires par l'employeur. Hein, souvent, bon, c'est pas toujours le cas, mais bon, là, l'employeur était assez motivé quand même pour trouver la salariée, parce que vous avez compris qu'il avait déjà investi dans un recrutement externe qui n'avait pas fonctionné, donc un recrutement interne qui commence à partir un petit peu en quenouille. Donc, ils étaient très motivés pour effectivement entrer en médiation. Excusez-moi. Je refais circuler la fiche parce qu'il faudrait tout signer, mais il faudrait me mettre le nombre de repas ce soir. J'ai mis repos. D'accord, il y en a plein qui ont signé qui n'ont pas mis le nombre de repas. Si vous voulez bien, j'ai besoin de savoir juste. Mettez le nombre de repas. Oui, non, une ou deux, enfin ça dépend. Excusez-moi. Je redonne la parole. Est-ce que vous avez testé d'autres manières de faire la médiation, suivant les cas que vous avez rencontrés? Moi, je suis très étonné en voyant ça, je pensais vraiment pas que ça se passait comme ça. Donc c'est vraiment, les parties prenantes prennent la parole. Ils sont acteurs. Tout est à cœur, tout est à vif. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir un filtre, une personne comme un avocat ou quelqu'un qui va d'abord effectivement dire les faits. Mère froide, bon voilà, s'il est fait. Ah ouais, du tout, non. Là, c'est plus la conciliation que l'on pourrait trouver, par exemple,
faite par un conciliateur qui va rappeler les faits ou par le juge qui peut déléguer sa mission de concilier. Par exemple, devant le bureau de conciliation prud'homme, on va dire les faits, ce que vous voulez ou pas concilier, et point final. La médiation, les personnes sont vraiment et pleinement compétentes. C'est vraiment le postulat de base pour trouver une solution à leurs problèmes. Donc, elles sont amenées à se rencontrer pour dialoguer. Et le médiateur est là pour faciliter, c'est vraiment un facilitateur du dialogue. Il fait circuler la parole. Alors certes, il y a plusieurs types de médiation. Là, nous avions un médiateur qui était un peu dans le modèle transformatif, c'est-à-dire qui intervenait très peu, un peu comme l'acupuncteur. Vous avez vu, qui était assez zen et qui donc reprenait, reformulait, faisait un peu miroir et reflet, mais intervenait très peu. D'autres médiateurs auraient peut-être eu un style plus interventionniste, auraient peut-être pris un petit peu plus le pouvoir quand ça partait un petit peu. Et d'autres médiateurs sont très à l'aise avec la colère, et donc accueillent, accompagnent juste ce qu'il faut pour que justement les personnes puissent se dire. Donc, quand quelqu'un prend trop la parole... il va un petit peu intervenir gentiment, parce qu'il va veiller quand même au temps de parole. Bon, mais là, on s'était très raccourci, mais voilà, on fait quand même très attention à l'équilibre du temps de parole. C'est 2 heures, 3 heures, une séance là, dans ce type de médiation, ça peut durer la journée, quand on bloque la journée. On fait une pause déjeuner. Après, dans d'autres types de médiation, par exemple médiation familiale, on fait des séances de 2 heures réparties sur 3 mois. Mais bon, médiation en entreprise, commerciale ou dans ce type-là, donc ça a duré là à peu près 4-5 heures. Et puis ils se sont revus une fois pour valider, puis c'était déjà fini en fait. L'intérêt, c'est souvent ça, c'est qu'en fait, ils n'ont même pas le temps de rédiger l'accord, que ça y est, la salariée est revenue et puis a trouvé sa place, et hop, c'est déjà résolu en fait. C'est ça aussi qui est intéressant. Et est-ce qu'on peut avoir en médiation, on a vu, c'est entre... Donc il y avait l'employeur qui avait donc la salariée. Est-ce qu'il ça peut arriver d'avoir un groupe de personnes? Oui, bien sûr, des gros groupes même parfois. Un groupe de personnes et avec de l'employeur ou... Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Aux États-Unis, ils font des médiations environnementales où il y a 200 personnes, voire plus dans les salles. Parfois, ils délèguent, mais bon, toutes les personnes concernées peuvent être présentes. Alors bon, après, c'est d'autres techniques. Là, c'est plus traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a 3, 4, 5 personnes. Mais on peut être beaucoup plus nombreux dans une salle de médiation, absolument. Et les locaux sont importants? Oui, je pense que les locaux sont importants. En tout cas, la salle, le lieu où ça se passe, je pense qu'il faut quand même apporter quelque chose justement de différent et peut-être de pas trop solennel aussi. C'était fait exprès, Oui. Bien qu'en fait, ils ne le voient pas forcément. Mais bon, ce sont des salles qui accueillent aussi des familles, des enfants. Donc, après, chacun décore comme il veut. Et comment ça se passe en fait c'est une des personnes, dans le cadre d'une médiation conventionnelle, c'est une des personnes qui contacte le médiateur? Oui, en général, c'est une personne qui a l'idée. Alors, soit la personne en a déjà parlé, là c'était le cas à la déléguée syndicale, et puis bon, ils étaient d'accord, et ils contactent, donc par exemple l'association de médiation ou le médiateur, soit c'est une des personnes qui a l'idée seule et qui préfère passer par le médiateur. À ce moment-là, c'est le médiateur qui va contacter 1, 2 ou 3 autres parties pour leur dire, voilà, j'ai été contacté par l'entreprise Intel, avec laquelle on rencontrait une difficulté et qui souhaiterait résoudre cette difficulté par la voie de la médiation. Voilà, donc en fait, on fait une sorte d'information à la médiation pour bien expliquer aux gens ce qu'est la médiation, ce que n'est pas la médiation. Parce que souvent, évidemment, les gens ne savent pas ce que c'est. Alors, il faut savoir qu'en médiation, les avocats peuvent venir aussi. Il aurait pu y avoir un avocat à la place du délégué syndical, à côté de Pascal Dalloz. Justement, s'il n'y en a pas, est-ce que vous autorisez le fait de dire, par exemple, si l'employeur a un discours sur lequel il va vraiment se mettre en porte-à-faux par rapport à la loi, prenant une décision de discrimination, je ne sais quoi, vous êtes amené à lui dire... C'est l'ordre public. Ce que le médiateur, lui, vérifie, c'est l'ordre public. Et donc, évidemment, en droit du travail, il y a quand même un certain domaine qui est touché par l'ordre public. Par exemple, en matière de licenciement, un ordre public, si c'est sans cause réelle sérieuse, ça sera tant, si l'employé a plus de 2 ans, etc. Donc, il y a des choses, effectivement, auxquelles on va prêter attention. Et si on estime qu'il y a un trop grand déséquilibre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'employeur, imaginons, pourrait trop prendre le dessus sur le salarié, alors oui, nous allons attirer l'attention et peut-être inviter le salarié à faire appel à un avocat ou à un délégué pour, en fait, tout simplement rétablir l'équilibre ou faire valider l'accord par son conseil. D'ailleurs, ça, on le fait quoi qu'il arrive, rédigé après ça.
Oui, en cours de séance, on peut attirer, voilà, vous êtes arrivé à tel endroit, je vous invite à vérifier, à faire valider cet accord par votre conseil avant d'aller plus loin. Et si c'est vraiment contraire à l'ordre public, à ce moment-là, on dira ça n'est pas conforme au Code du travail, par exemple. Et je suppose que vous veillez aussi à l'équilibre, comme là, on avait 2 personnes, Mhm. le manager et le dirigeant, et aussi en face, donc cette salariée toute seule, effectivement, c'était Oui, ça aurait été un peu difficile. Donc, comment... Parfois, on peut faire de la comédiation. À ce moment-là, il y aura un des comédiateurs qui sera plus centré sur justement la façon dont la salariée va se sentir, va être très vigilant là-dessus. Mais en harcèlement moral, la salariée ne serait pas venue seule. Enfin, ça, on l'aurait. Ou alors, on aurait fait peut-être d'abord des entretiens séparés pour bien vérifier dans quel état elle se trouve, etc. On n'aurait pas mis comme ça quelqu'un d'office. Enfin, les 3 personnes ensemble. Hein. Là, c'est l'avantage de venir justement d'être soutenu. Hein. Et le rôle des conseils, des délégués, etc., évidemment, est très important, des avocats, des délégués. Dans certaines entreprises de taille plutôt importante, cette fonction existe au niveau de la direction des ressources humaines. En interne. Et, voilà, les praticiens interviennent dans les unités de travail ou les usines ou les établissements quand il y a un conflit entre un directeur, un manager, une équipe, et ont tout à fait cette fonction. Mais évidemment... en interne, donc voilà. En interne. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que le praticien RH peut être repéré comme plutôt du côté de l'employeur que du salarié. Donc, il peut être jugé partial. En même temps, il connaît bien l'historique de l'entreprise, le pourquoi et le comment. Voilà, ça peut aider aussi. Il fait bien son boulot. Voilà. Donc, c'est vrai que il existe des médiateurs dans beaucoup de grosses entreprises. Médiateurs au sein de la SNCF, par exemple, Martin Sippeter, qui le pratique, effectivement. Donc, moi, je sais que l'historique, nous, quand nous pratiquons, ce sont les personnes qui vont nous le dire. Donc, moi, on en sait généralement et mieux on se porte, justement au niveau de l'impartialité et de la neutralité. Bon, maintenant, c'est vrai que ça fonctionne et ça débloque beaucoup de situations. Donc, voilà. Il y a tellement de conflits chez les médiateurs sur l'appellation de la médiation. Est-ce que ça, c'est un médiateur, ça, non, etc. Vous savez, tous médiateurs, à un moment donné, on se posait la question. Le médiateur de la République, qui ne s'appelle plus médiateur de la République, tout le monde change de nom. Donc, ensuite, sur les fonctions et c'est surtout sur la posture, effectivement, du médiateur que l'on s'attarde, en fait. quand la situation est bien bloquée, voilà. ça peut être un atout. Et puis, parfois, la confiance aussi existe, même si, peut-être, on va prêter l'intention d'être plus d'un côté ou plus de l'autre. Bon, il y a la confiance, donc c'est vrai qu'on entre peut-être plus facilement dans ce système-là que si on vient de l'extérieur, il y a tout un travail en amont à faire. Donc pourquoi pas. Et puis après, c'est quelqu'un qui est salarié, donc ça coûte moins cher à tout le monde, donc ça a aussi des coûts économiques, peut-être non négligeables aussi. Et ensuite, sur la rapidité d'intervention. Les gens osent faire appel à un médiateur. Alors, je pense que les gens oseraient plus s'ils étaient plus informés. Voilà, c'est toujours la même chose. Ils n'osent pas encore tant que ça faire appel aux médiateurs, mais ils sont souvent invités, alors plus dans la matière civile, moins dans la matière prud'homale, puisque la matière prud'homale, en fait, n'est pas directement concernée par la médiation, puisque la transposition de la directive européenne en France, finalement, a exclu, pour le moment en tout cas, les problèmes liés par exemple au contrat de travail. Ils ne pourront pas être homologués, semble-t-il, par le Conseil de prud'homme. C'est ce qu'on semblerait, c'est ce qui semblerait en tout cas être dit. Oui. Voilà. Il y a des moyens. Mais il y a d'autres moyens éventuellement de le faire. Et puis en fait, ce que dit Béatrice Brenner, qui était présidente de la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble et qui a beaucoup développé la médiation, elle disait qu'en fait, donc au niveau de la Cour d'appel, c'est-à-dire que ça fait quand même un certain nombre d'années que le conflit dure, en fait, quand les gens sont parvenus à un accord, la plupart du temps, quand ils reviennent devant le juge, il est déjà exécuté. Et d'ailleurs, c'était le cas dans cette affaire. C'est-à-dire que quand ils sont revenus voir le médiateur un mois après, la salariée, donc 15 jours après, elle était à son poste, ils avaient déjà tout mis en place. Donc en fait, il n'y a plus rien à exécuter, c'est fait naturellement. Donc c'est quand même un grand champ qui s'ouvre finalement à ce type d'intervention. La difficulté, effectivement, c'est de poser dans l'entreprise la possibilité de
hein, parce que moi j'ai pu remarquer, je fais bien le patron parce que je suis patron, hein, donc c'est un détail. Le manager souvent fait quelque chose qui n'est pas bien, qui a été mal perçu. Mais il n'a pas le retour. Et le retour, c'est peut-être 2 ans après, 3 ans après. Et c'est peut-être du stress, c'est peut-être des arrêts de travail, c'est peut-être une dépression chez un salarié, parce que derrière, c'est enclenché un système de défiance petit à petit, et l'objectif devient insolent, et la remarque, le conseil devient une remarque désobligeante, et on part dans une... Donc toute la difficulté, c'est de traiter le premier mot. Et d'identifier les premiers micro-signaux. Tout à fait. Tout à fait. Et alors là, quelles sont les possibilités? Est-ce qu'il faut que le salarié sache, que tous les salariés sachent, via le règlement intérieur ou via le contrat de travail, qu'ils ont la possibilité de, en cas de problématique, s'adresser à telle adresse, telle personne? Donc ça serait un peu dissuasif, si vous voulez. Enfin, ça serait une bouée comme ça. Mais c'est sur le premier fait, en fait, qu'il faut travailler. C'est sur la prévention. Quand on est au prud'homme, c'est trop tard. Hein. Donc votre question, il faut la voir à ce niveau-là. Comment un salarié osera. Donc moi, il m'est arrivé dans mon je l'ai déjà raconté, mais une fois, une salariée est venue me voir en me disant qu'elle avait peur des clients. Je ne suis pas un médecin. Qu'est-ce que je fais de ça? Et elle a osé, mais vraisemblablement, cette peur, manifestement, elle me racontait que chaque fois qu'elle allait être seule à son poste de travail devant les clients, elle avait peur, elle ne dormait plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va faire oser alors, la porte est ouverte, très bien, le patron est un peu à l'écoute, à quelque peu, même s'il n'est pas très, il est un peu vraiment patron. Mais comment on fait? Comment on fait? Donc voilà, est-ce que c'est le règlement intérieur qui pourrait oui, ça peut être par exemple la possibilité des entreprises signent des chartes de médiation avec des associations de médiation. Hein, voilà, donc ça peut être beaucoup aussi d'entreprises une vont formation signer. des managers pour savoir que ça existe. Voilà, une information. Vous avez Chantal aujourd'hui, à un moment donné, les choses ne s'écrivent pas toutes seules. Non. Oui, on parlait notamment de justement exactement l'exemple que tu donnais, c'est-à-dire ces vieux trucs quoi, qui naissent et que dont le dirigeant n'a absolument pas conscience, et souvent même le manager. Il y avait un dirigeant qui nous disait, alors lui c'est les entretiens annuels d'évaluation, qui sont un temps qui est vraiment donné pour lui le salarié ou le N+1 salarié, et il disait que ça c'était vraiment très important, et il citait le cas d'un de ses salariés, qui pourtant avait un niveau +2, c'était quelqu'un qui était à l'aise dans la communication. Et il est arrivé pour son entretien annuel, il avait un clou comme ça, et il a dit voilà, eh bien, il y a 2 ans, j'ai retrouvé ce clou dans mon pneu, sur le parking, dans l'entreprise, et on m'en veut. Et depuis 2 ans, il avait ce clou sur le cœur, et c'était quelque chose qui était absolument passé inaperçu pour le dirigeant. Et là, ça a été à l'occasion de cet entretien d'évaluation. De toute façon, c'est toujours une question de canaux de communication ascendant. C'est vrai que c'est important de préparer les management parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui vont identifier les micro-signaux, c'est eux qui peuvent agir et qui peuvent demander recours même aux dirigeants, au management supérieur, mais c'est eux qui sont sur le terrain. Oui, ce qui est encore pire, c'est même eux qui peuvent être à l'initiative des micro-signaux. Comme ils sont dans une dynamique de double contrainte, parce qu'ils ont aussi leur hiérarchie à eux qui leur fixe les objectifs, et donc ils peuvent, sans trop le faire exprès, je mets des guillemets, mais avoir des comportements qui font qu'ils induisent des... Par méconnaissance, voilà, parce que exactement. comme disait Voilà. monsieur, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de feedback à un moment donné des équipes parfois sur « attends, tu m'as dit un truc, mais tu le dis d'une mauvaise façon, j'ai pas compris ce que tu Au dis. » premier degré ou au second degré? Oui, voilà, ça aussi. L'humour, parfois. Il y a un problème aussi, c'est que la majorité des entreprises, c'est localement, je crois en France aussi, c'est des TPE. Donc il n'y a pas de manager.
Et le patron et les 3, 2, 5, 10 salariés maximum. Voilà. Et ça, c'est 95% des entreprises. Alors c'est pour ça que nous, souvent médecins du travail, on est un petit peu là, parce que quand les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus, ils viennent nous raconter leur souffrance. Le problème, souvent, c'est que, alors nous, bien sûr, on pourrait proposer la médiation. Le problème, c'est que souvent, les gens arrivent un peu tard. C'est trop tard. Un peu trop tard. Où là, vraiment, c'est la guerre ouverte, les gens sont en pleine dépression, ils ne veulent plus mettre un pied dans l'entreprise. Mais il y a des cas où c'est pas trop tard, où les gens ont réagi peut-être suffisamment tôt, ils ont pensé un peu plus tôt, ils sont venus nous voir, et là, à ce moment-là, c'est vrai que la médiation est un outil formidable. Alors, trop tard... C'est jamais trop tard, hein, selon beaucoup de praticiens. Hein. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est jamais trop tard, c'est juste un peu plus difficile d'oser du coup mettre en place. Je ne veux plus entendre parler de oui, tout à fait. Je ne veux plus voir cette personne en parlant d'employeur. Je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait C'est surtout de les amener à se demander ce qu'ils vont faire de ce fait qu'ils ne peuvent plus voir l'employeur, comment ils se voient effectivement dans les mois, dans les années. Oui. Poste, le danger immédiat, classique, pour être licencié et dégager l'entreprise. D'accord. Et un facteur aggravant, qu'on connaît bien, oui, c'est aussi la période d'arrêt du travail. Oui, on voit que ça restez longtemps en arrêt, plus c'est difficile de rebondir. Ouais. Et souvent, en fait, toutes ces personnes ont quand même besoin d'être reconnues dans leur travail, dans tout ce qu'ils ont donné à l'entreprise. C'est souvent une plainte. Je n'ai pas été reconnue, tout ce que j'ai fait, je travaille sans compter. Et donc, même s'ils sont licenciés, ce besoin-là n'est absolument pas rempli. Et ils vont traîner vraiment comme des énormes pierres derrière eux, en fait. Et ça va les plomber aussi dans leur futur. Et c'est ça aussi que permet parfois la médiation, c'est de nourrir ce besoin de reconnaissance. Ça vaut souvent plus qu'un chèque. On va avoir un peu d'hommes, mais... C'est d'ailleurs une des réflexions. Moi, je vois l'heure qui tourne, je vous ai dit qu'il fallait qu'on soit parti à 20h. Oui, donc tu veux sur le futur. Voilà, c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est parfait. C'est d'ailleurs un des projets qu'on a. C'est d'ailleurs un des projets qu'on a d'ici, dans ce lieu, dans cette association, d'essayer de mettre quelque chose en place. Peut-être on y réfléchit, où on pourrait être un lieu justement d'échange, ou de rencontre, ou de réflexion, ou de travail sur ces nouvelles approches. Je mets plein de guillemets dans tout ce qu'on dit. Mais effectivement, la solution, elle n'est pas toute d'un côté ou toute de l'autre. Et elle n'est pas ou judiciaire, ou... Enfin, voilà. Elle est plutôt dans le « et ». Dans le « et ». Voilà, dialogique. On est dans la dialogique. Moi, je voudrais savoir comment les syndicats voient cette volonté de monter en puissance de la médiation. Ils n'ont pas l'impression qu'on va leur manger un petit peu l'herbe dans le pré? Écoutez, je vais répondre en bottant en touche. Je vous invite à aller voir sur Internet l'avis du Conseil de la prud'homie sur justement l'intégration des directives européennes. Parce que je me suis amusé, quand j'ai su que je venais à la conférence, j'ai un peu sondé autour de moi dans mon entreprise. Et j'ai vraiment eu l'impression que on allait manger la soupe. C'est l'ignorance. Oui, c'est parce que c'est une méconnaissance. Je crois que c'est pareil. Je crois que là, c'est pareil. Oui, il ne faut pas généraliser. Voilà. Il y a certains syndicalistes plutôt que syndicats, ce qui n'est pas la même chose, qui, parce qu'ils ont fait un chemin personnel, ont une ouverture particulière sur le domaine. Et puis, quel est l'intérêt des personnes que l'on représente quand on est syndicaliste, qu'on soit d'ailleurs côté patron ou salarié, peu importe, mais qu'est-ce que l'on recherche ? Quel est l'objectif effectivement du syndicat? Est-ce que c'est vraiment l'intérêt collectif des salariés ou pas? Et pareil pour les syndicats, aussi bien CGPME, EDF et autres. Voilà, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on va trouver? Dans le coin, le plaisir, c'est le conflit. Ah oui, non, mais de tout bord. Oui, Henri, c'est vrai que tu le sais, oui, tout à fait. Ah non, mais moi je le sais, je le vis. Oui, tu le vis. Presque quotidiennement. C'est le sport favori, qu'on soit dans un syndicat patronal ou dans un syndicat de salariés. Je veux dire, ils sont tous contents de vous raconter la dernière castagne. Et ils ont tous gagné, en plus. Enfin, une façon de parler. Bon, merci. Alors qu'en faisons-nous? Voilà. Que faisons-nous? C'est quoi? Donc, l'idée... Où allons-nous? L'idée, c'est bien de se retrouver tous les mois. La prochaine rencontre, alors vous avez reçu, alors tout ça est publié sur un site qui n'est pas encore bien référencé,
et puis des mails qu'on vous envoie. Mais la prochaine rencontre, c'est le 9 janvier. Je ne peux pas vous les donner toutes, mais si on vous les communiquera. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des gens là, dans la salle, qui disent tiens, oui, ben le 9, ça m'intéresse de vous parler de... Parce que c'est ça, échangeons de bonnes pratiques. Dans le domaine qu'on a, on a des quantités. Alors, est-ce que c'est un médecin du travail qui dit tiens, je vais vous raconter comment nous on fait? Est-ce que c'est un consultant qui va nous dire tiens, voilà comment voilà, enfin, je ne sais pas, je vous écoute. On s'écoute mutuellement. Des études de cas. Oui, un think tank, comment? On pourrait aussi penser à des études de cas, par exemple. Donc voilà, j'ai un problème concret, qu'est-ce que vous en pensez? Comment, voilà, ça peut être aussi un lieu d'échange et de recherche. Ça peut être un lieu de covision, de supervision, enfin sans trop, voilà, il ne faut pas trop, ça dure 2 heures, quoi, on n'est pas... Mais commençons à tricoter ensemble, quoi, des choses. Ce qui serait bien, c'est qu'on trouve le moyen d'avoir un temps d'avance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est un peu en retard, c'est-à-dire qu'on fasse janvier et février. Et puis quand on se retrouve en janvier, qu'on fasse mars, qu'on connaît chaque fois un peu pour qu'on ne soit pas sous la pression, parce que se retrouver le 9 janvier, j'ai l'impression, vous serez d'accord avec moi, c'est comme si on se retrouvait demain, quoi. Parce qu'il y a Noël, il y a les fêtes, il y a... Bon. Ouais, mais bon, la vie est ainsi faite, elle n'est pas parfaite, elle est vie. Allez, je vous écoute. Conscience.